Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à tous dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Élu à plus de 90%, Brice Oligui Nguema est maintenant président de la République gabonaise. La problématique de la construction du barrage de Sounda et la quête de l'opposition d'un candidat unique. Voilà donc les sujets que nous allons débattre avec Jean-Claude Imbou, directeur de publication du journal Présence économique, Albert Menzoukouta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Prince Abanzounou, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite à suivre cet élément pour commencer notre premier sujet. 90,7. Il n'y a pas de félicité sans effort. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie pour cette belle victoire. L'électeur termine de l'autre côté. Ici, vous remettez. Alors nous avons vu donc le candidat Brice Oligui Nguema célébrer donc sa victoire parce que le 12 avril, il venait donc d'être élu. C'est vrai que les résultats sont encore provisoires à 90,35% des voix. Alors Albert, peut-on penser que cette victoire ou ce chiffre est contestable ou peut être contesté? Oh, surtout avec nous en Afrique centrale, tout est contestable, absolument, c'est vrai. Mais ici, je pense que ça le sera moins pour une raison, au moins une raison, c'est que cette élection s'est passée un tout petit peu dans le fil de l'enthousiasme général. C'est-à-dire, vous savez, les élections contestées sont celles qui mettent aux prises des candidats dont les positions sont très, très acérées, très opposées, justement, posent question, au point que donc il y a des attentes fortes pour l'un comme pour l'autre candidat. Ici, on a suivi ça d'assez près, même si on est loin, et on a eu l'impression que tout était déjà joué d'avance. Même les candidats de l'opposition eux-mêmes ne faisaient pas mystère de se dire bon voilà, tout est déjà. Et il y en a un qui a eu une formule très intéressante. Il a dit c'est pas un match, c'est un match amical. Donc quelque part, les 7 autres candidats qui étaient en face du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema étaient plus ou moins des gens de la classe recyclée, anciens du PDG, anciens amis des gouvernements successifs passés. Et donc l'enjeu n'était plus là. Même, vous savez, le score, le taux de participation à la soviétique n'a surpris personne. Moi, personnellement... Donc les 90,35 sans norme, c'est un score, c'est-à-dire on peut dire
plausible. Plausible, oui, parce que il n'y a pas dans la classe politique gabonaise aujourd'hui une figure de proue qui monte avec une contestation crédible de son côté. Donc Albert Ondossa, qui devait d'ailleurs être le président de la République du Gabon, à la place de Brice Clotaire Oligui Nguema, donc en août 2023, et qui a été écarté par l'intrusion des militaires dans les arènes du pouvoir. Donc, non, je pense qu'on peut en contester quelques poussières de pourcentage, mais pas la totalité de cette élection. Les observateurs sont unanimes à reconnaître que tout s'est bien passé, que si fraude il pouvait y avoir, d'ailleurs je ne vois pas en fonction, en faveur de qui, ça n'a pas influencé forcément le résultat final. Ok, Clotaire, 90,35. C'est un chiffre clair, parce que généralement, ce genre de score appelle à un doute. Et pour le Gabon, c'est normal. Mais je ne veux pas dire que ce soit normal, il faudrait plutôt dire que c'est un score qui est dans l'air du temps sur le continent. Et c'est ça justement ce qui est dommage. Mais pour ce qui est du Gabon, on ne peut pas tellement douter de ce score, tellement que les enjeux étaient moindres. Je veux dire pour ce qui est du Gabon, puisque tout le monde le savait très bien que ce n'était pas la peine d'aller s'hasarder à se jeter dans cette mare-là. Bon, il a fallu quand même à Claude Bidi Binze de montrer qu'il existait. Et il a bien vu ce qu'il pesait. C'était d'abord un risque qu'il prenait. D'abord parce que, étant le porte-parole d'Ali Bongo, qui avait été rejeté par la population, de venir. Et c'est très bien qu'il puisse obtenir 3%, qui montre que il ne pèse que 3%. Il pèse que 3%. Donc ça peut être déjà pour lui une base sur laquelle il pourrait démarrer pour les prochaines élections qu'il y a. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'il y a à venir. Le président a dit, Oligui Nguema vient de le dire, que les élections c'est maintenant derrière nous et qu'il faut maintenant avancer. Et ce qui est une très bonne chose, parce que pendant longtemps, on peut dire que c'est plus le populisme qui a joué au niveau de Libreville. Il fallait tout faire comme si on pouvait tout faire en 2 ans, montrer aux Gabonais qu'on avait cette capacité-là de travailler. Il y a eu quand même assez d'errements, que l'on ne dit pas, jusqu'à ce que nous soyons retrouvés en décembre de l'année dernière à Libreville, et que l'on se rende compte que le Congo et le Gabon étaient des pays qui posaient d'énormes problèmes au niveau économique. Donc j'espère que maintenant qu'il s'est installé et que les promesses sont maintenant derrière tout un peuple et qu'il faut maintenant qu'il puisse y avoir d'autres perspectives qu'il y a là pour qu'il puisse avancer justement vers ce qu'il a promis aux Gabonais. Ok. Prince, 90, nous sommes encore sur le pourcentage. Est-ce que c'est un pourcentage qui reflète la popularité du candidat Oligui Nguema? Oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que Oligui Nguema, avoir 90% de score, ça montre le résumé de tout ce qu'il a fait durant la transition. Il a essayé de montrer aux gens qu'il devait avoir cassure entre les 40 ou les presque 50 ans de la famille Bongo et la venue des militaires au pouvoir. En moins de 2 ans, il a dit le 15 mars dernier qu'ils ont pu payer 28 milliards de dettes à la Banque mondiale. Donc vous comprenez que là où, avec la famille Bongo, ils n'arrivaient pas à payer la dette, il a payé. Il a d'abord fait son bilan en 18 mois ou 19 mois d'exercice avec les militaires, comment il a pu restructurer, comment il avait mis au cœur de son putsch le social des Gabonais. Moi, ce qui me paraît un peu étrange, c'est de voir un petit pays comme le Gabon être encore pauvre et peut-être misérable qu'il est,
parce que c'est un pays qui devait bénéficier, ils ont suffisamment d'atouts. C'est peut-être le premier pays riche ou le premier pays économiquement de la zone CEMAC, mais tous ceux qui sont passés par là n'ont pas pu faire quelque chose de bon. Mais je crois avec l'arrivée de Oligui Nguema, oui, en 18 mois, il a fait construire des infrastructures, il a pu faire ce qu'il a pu faire comme étant. Donc je peux dire que 18 mois pour Oligui Nguema était une occasion pour lui d'être en campagne. D'abord, en arrivant, il devait laisser le pouvoir aux civils, comme avec la même politique et je dirais même la même stratégie qu'au Tchad. Au lieu de laisser le pouvoir aux civils, lui-même il devient civil. Oui, il s'est fait civil. Il s'est fait civil pour continuer. Donc vous comprenez, quand on arrive à la magistrature suprême, le goût là, on n'arrive pas à laisser. Voilà pourquoi même certains, il a dit dans sa campagne, après les 7 ans, si je n'ai rien fait, dégagez-moi. On l'a déjà entendu chez d'autres. Hein. Il a dit, mais vous comprenez que quand on arrive à ce stade, le goût que ça donne. Pourquoi je parle du goût? Il devait céder le pouvoir aux civils. On s'attendait qu'il est arrivé, il devait faire comme certains l'ont fait dans d'autres pays un peu africains, où il vient, il organise les élections. Si je ne me trompe pas, Tété l'a fait. À un certain moment, il laisse et il se retire. On devait croire que Oligui Nguema était grand s'il le faisait. Mais au fond, il avait ses intentions cachées. Oui, 90%, mais le Gabon, j'ai vu pendant la campagne, son challenger Jean-Claude Bilbidi aller même dans... Donc quand j'ai vu ces images, j'ai dit, mais tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est horrible. Donc dans les zones vraiment les plus misérables, et là où il y a... Donc malgré tout ce que... Et quand tu vois la capitale Libreville, il n'a que 370 000 habitants, donc moins de 500. Mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut. Mais c'est un défi énorme pour Oligui Nguema. Il a suffisamment d'attentes. Les Gabonais attendent beaucoup de lui. Mais là, il n'est plus militaire. Là où il faisait peur. Il faisait peur pendant la transition quand il était militaire. Mais là, il n'est plus militaire, il est civil. Donc, je crois qu'il aura une opposition en face de lui pour qu'il puisse reconstruire le Gabon. Et peut-être nous aussi, d'autres pays pourront se servir de cet exemple pour dire que Oligui Nguema, en moins de 5 ans, a fait ceci, a fait cela. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Gabon? Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas la RCA? Pourquoi pas le Congo? Donc, je crois 90%, c'est le score de son popularisme durant les 18 mois de son exercice. Ok. 90,35%, c'est le score de Brice Clotaire Oligui Nguema à cette présidentielle. Tout le monde est tombé d'accord que c'est un pourcentage, on peut dire, honnête. Ok. Et je pense que le Gabon a monté là donc un exemple d'une élection sans problème qui n'appelle pas vraiment à des contestations parce que le score et la personnalité de Brice vont de pair. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Je vous invite à regarder ce deuxième élément qui va amener notre deuxième sujet. Vous nous parliez du début en janvier de cette année des travaux de construction du barrage de Sounda. Mais nous sommes en avril, constatant que rien n'est encore fait. Où en êtes-vous, monsieur le ministre, avec ce barrage-là? Bon, écoutez, l'homme propose, Dieu dispose. Je crois que le gouvernement est un peu comme ce pilote d'un navire qui est engagé sur les océans et qui dit, au moment où je fais cette prévision, je suis situé à tel endroit et normalement, dans tant de jours, tant de semaines, je vais arriver à tel point. Eh bien, entre-temps, il y a pu y avoir quelques aléas, il peut y avoir quelques contretemps. Je crois que ces travaux ne manqueront pas de débuter dans les tout prochains temps. Comme je l'ai dit, la science gouvernementale n'est pas une science exacte. Nous espérons et nous escomptons que ces travaux démarrent dans les toutes prochaines semaines et les tout prochains mois. Eh bien, nous avons vu donc la question du barrage de Sounda évoquée à la quinzaine gouvernementale, prévue pour janvier 2025 jusqu'en avril 2025. Les travaux de construction de ce barrage n'ont pas encore démarré. Alors, Jean Clotaire, pensez-vous que ces travaux pourront commencer de construction du barrage de Sounda? D'abord, c'est un barrage dont nous attendons. Il y a une grande attente pour ce barrage.
Et puis, l'attente finira toujours par donner des fruits pour une raison qui est toute simple. Ce n'est pas seulement pour la population congolaise, mais il y a aussi d'énormes intérêts économiques derrière ce barrage. Maintenant, pour ce qui est du lancement du barrage, vous savez que ce barrage a eu déjà 2 lancements. Il y a eu un premier lancement sous le président Youlou, avec un barrage qui devait produire 1000 MW. Et puis nous avions eu un deuxième lancement avec le président Lissouba. J'espère que le président Sassou sera le 3e à lancer. Il faut craindre justement une 3e pause. Mais ce qui indique aujourd'hui qu'il y a cette possibilité-là, parce que justement, il y a une demande des miniers. Il y a une entreprise chinoise qui doit normalement extraire du potassium au niveau du Kwilu. Et donc, cette usine nécessitera 500 mégas pour ne serait-ce que déjà commencer à le faire fonctionner. Il y a aussi cette demande toujours des miniers au niveau de Mayoko et pour ce qui est du fer, qui nécessite aussi de ce côté-là assez d'énergie. Et donc, finalement, en attendant que nous puissions lancer Cholet, qui pose toujours encore des problèmes, le barrage de Cholet qui va se faire avec le Cameroun, où il y aura aussi 600 mégas, le barrage du Kwilu s'impose. Et donc, ce qui est tout à fait normal, que ce serait plutôt la demande de ces entreprises minières qui permettrait d'accélérer ce financement de 1300 milliards de francs CFA que les Chinois veulent mettre en place. Ok, Albert, pensez-vous que nous avons écouté ce que Jean-Claude a dit, pensez-vous que ces travaux vont réellement démarrer de la construction de ce barrage de Sounda? Écoutez, il ne s'agit plus tellement de parler de suppositions, ni d'espoir. On ne joue pas ici à la divination. C'est une infrastructure qui nous hante les esprits, mais positivement, depuis les premières années de l'indépendance. Et nos différents dirigeants se sont succédés à la tête de ce projet, ont pris tantôt des Sud-Africains, tantôt telle ou telle autre nationalité d'expertise pour nous le faire arriver à la réalisation. Ça ne s'est pas fait. Je pense qu'aujourd'hui, la conjonction de tous les facteurs donne un peu plus d'assurance qu'un jour ou l'autre, ça se fera. La conjonction des facteurs, c'est... Jean-Claude a parlé de ces manias, ces miniers qui viennent et qui ont besoin de beaucoup d'énergie électrique. Mais le 3e facteur, c'est aussi la population qui est en attente. Nous n'avons jamais reçu, en aucune année, suffisamment d'électricité pour nous dire, voilà, maintenant je peux allumer mon ampoule, je peux allumer mon frigo, le laisser brancher et puis tourner comme cela devrait être normalement dans le pays. Donc cette expérience-là, elle n'est pas seulement celle des journalistes, elle est aussi une attente des populations qui veulent effectivement, parce que vous savez, dans les quartiers, les gens, dès que vous commencez à regarder une émission de télévision et que le courant part, comme on dit, on se dit, est-ce qu'un jour, ce pays pourra quand même avoir de l'électricité? Donc, c'est une interrogation qu'il faudra bien briser, comme on a brisé l'interrogation que nous faisions sur la route Pointe-Noire-Brazzaville. Ok, Prince Abandou, nous sommes là. Finalement, il y a de l'espoir, il y a même des demandeurs, des entreprises qui se prononcent déjà. Êtes-vous convaincu qu'à la lumière de ces présences, finalement, ce barrage pourra démarrer? Bon, me demander si j'ai de la conviction. De la conviction. Bon, le porte-parole du gouvernement qui le dit. Les travaux devaient commencer en janvier, jusqu'au mois d'avril, rien n'est fait. Mais comme a su le dire Jean-Claude, la demande est forte
Et je crois que ça finira par se faire. Peut-être dans quelques mois, le président pourrait lancer, parce que d'ici à 2026, il y a l'élection présidentielle. Il faut déjà commencer à marquer le point pour montrer qu'on est en train de... Il reste le bâtisseur infatigable. Donc c'est pour autant dire que... Mais quand nous parlons de ce barrage, ça ne doit pas étonner les Congolais. Parce qu'en deux matins, on parlait de l'émergence 2025. Nous sommes en 2025, mais je crois que pour parler d'une émergence véritable, il faut qu'il y ait une pérennité, il faut qu'il y ait une énergie une énergie pérenne. Disponible. Donc quand il n'y a pas l'eau et l'électricité, on ne peut pas parler de l'émergence. Maintenant, comme il y a des Chinois qui viendront pour extraire des minéraux, je crois qu'eux-mêmes vont financer. Déjà, on parle de 1300 milliards. 1300 milliards. Déjà, un chiffre que moi, personnellement, bien que je ne suis pas peut-être expert en cela, mais on peut revoir à la baisse. Pourquoi toujours 1300 milliards? Vous croyez que... Et ce sont des Chinois qui viennent nous donner ces chiffres, parce que ce sont eux qui sont là. On peut aussi prendre notre expertise. On a suffisamment de partenaires. Pourquoi seulement confier aux Chinois? Je vous prends un exemple simple. Si les Chinois arrivent à construire ce barrage, ce sera le 4e au Congo. En 1979, ils ont construit le barrage de Mukokolo. Où en sommes-nous aujourd'hui? On peut dire que oui, l'entretien, mais ce sont les Chinois qui l'ont construit. En 2011, ils ont construit le barrage d'Imbulu. Où en sommes-nous avec? Aujourd'hui, on dit tout ce qu'on fait comme prévision. Regardez, on ne nous dit pas la vérité comme telle. Si on a jusqu'aujourd'hui des perturbations, on n'arrive pas à avoir de l'électricité fiable, Imbulu n'est pas à son fonctionnement à 100%. Si on peut l'examiner, c'est même à 15% qu'Imbulu fonctionne. Mais ce sont les Chinois qui l'ont construit. En 2019, le barrage de Liwesso, construit toujours par les Chinois. Et quels sont les résultats? Aujourd'hui, même Liwesso, je vous dis, il y a l'arrêt. Il y a l'arrêt. La ville de Liwesso souffre actuellement parce qu'ils sont bleurés. On parle toujours de perturbations. Mais gouverner, c'est prévoir. Est-ce que dans leurs prévisions, ils arrivent à le faire? Aujourd'hui, il y a des Chinois qui vont construire le barrage de Sunda avec 500, 600, 800 mégawatts qui pourront produire comme électricité. Toujours les Chinois. Mais je crois, si ce n'est pas les Chinois que nous allons mettre en cause, c'est nous-mêmes qui partons négocier avec eux. Est-ce que nous sommes conséquents? Parce que le problème, ce n'est pas de faire pour faire. Le problème, c'est de faire pour servir et que la population puisse se sentir à l'aise. Aucun d'entre nous, dans nos foyers, on n'a pas l'électricité en permanence. Donc c'est tout un miracle. Avoir l'électricité 72 heures, c'est un miracle. Donc, dès que vous parlez, on a l'électricité pendant les 3 jours, il y a coupure. Donc, comment on peut parler de l'évolution? Moi, mon problème, ce n'est pas de construire. Oui, on va construire le barrage de Sunda, mais c'est de poser des vraies questions pour que le Congolais se sente satisfait ou heureux de vivre réellement. Mais là, faire peur à ceux qui habitent le Kwilu, le Nyari, parce que quand on va construire la rivière ou le fleuve Sunda, aujourd'hui, on ne parle pas d'inondation, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils sont en train de prendre les précautions environnementales en érigeant ce barrage pour que les populations environnementales ou riveraines ne subissent pas? Ok, je crois que oui, Clotaire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne manque pas d'électricité au Congo. Nous avons près de 740 mégas qui sont distribués à partir justement, même si c'est limité à Liwesso, même si c'est limité à Imbulu, nous avons une grande production qui vient de la centrale électrique de Pointe-Noire. Et ce qu'il y a comme problème pour l'électricité, ce sont les hommes. Nous n'arrivons pas à diriger, justement, c'est nous les Congolais qui n'arrivons pas à diriger des grandes structures que nous avons. Nous n'allons pas demander aux autres qui nous ont bâti ces structures de venir continuer à les diriger. La preuve, c'est que la centrale électrique du Congo, nous n'avons pas pu la gérer pendant longtemps et que c'est aujourd'hui, je crois que ce sont les Turcs qui sont installés et que le gaz est toujours fourni par Eni aujourd'hui. Et donc, on se retrouve justement dans une situation où l'électricité ne manque pas, mais les hommes ne sont pas à la hauteur de distribuer cette électricité, comme le dit mon aîné, pour qu'il y ait que l'ampoule soit allumée et pour que le réfrigérateur puisse tourner normalement, parce qu'aujourd'hui, dès que vous tournez, dès que vous refermez la porte de votre maison, vous êtes sûr que ça ne pourra pas continuer à tourner. Si vous n'allez pas venir trouver votre réfrigérateur bousillé, excusez-moi le terme, parce que tout simplement l'électricité était revenue un peu plus forte que l'on aurait pu en penser. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous attendons tous
la construction de ce barrage qui viendra tant bien que mal nous sortir des difficultés de l'électricité.